Ce podcast est une présentation de l'entreprise de signalétique et d'affichage Bromard. Ne manquez pas mon nouveau segment au milieu du podcast. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui au podcast, je reçois Hugo Gérard. En 2002, Hugo a remporté le titre d'homme le plus fort au monde à tirer un Boeing 737 de 80 tonnes sur 100 mètres, anciennement policier, animateur de télé et entrepreneur. Salut Hugo, ça va? Bonjour. Je veux qu'on parle de plein de choses aujourd'hui, mais au début, là, juste parce que j'ai regardé la vidéo hier avant de venir au podcast, puis quand tu as tiré le Boeing là, 37 là, de 80 tonnes, comment tu te prépares pour ça? Je veux qu'on commence par ça parce que j'ai trouvé ça capoté quand j'ai regardé ça hier. Mais la préparation, ça se fait pas nécessairement la journée de l'événement. Ouais. La préparation, c'est tout l'entraînement. Mm-hmm. Donc, c'est tout le bagage que tu as fait depuis le jour 1 que j'ai commencé à m'entraîner. Oui, c'est ça. Donc, tu le sais pas. Je savais pas que j'allais tirer un Boeing 737 avant que je sache que dans la compétition, on allait avoir à le faire. Je sais pas de quoi ça va avoir de l'air. 80 tonnes, ça équivaut à quoi? En fait, poids, ça va être quoi le feeling? Donc, c'est tous des éléments que tu contrôles pas puis que tu sais pas. Mais pour revenir à la préparation, la préparation... oui, on se prépare avant un événement, X nombre de semaines pour y aller, mais ta préparation a commencé bien au-delà de ça. C'est un peu le même concept qu'un médecin. Le médecin, sa préparation pour faire sa médecine, oui, il étudie en médecine, mais sa préparation a commencé quand? Depuis la première année de l'école primaire, qui se prépare pour un jour devenir la personne qu'il est. Donc, pour moi, ça a été ça. Pour arriver avec de quoi d'un peu plus pratique et technique, mais ma préparation, lors de l'événement, tu te remets en tête les éléments que tu contrôles, qui sont l'angle dans lequel je dois tirer, donc ma position au niveau du corps, la technique que je dois appliquer pour le faire, puis par la suite, l'application de l'effort. Et au final, ce que tu contrôles pas va être le résultat. Mais si tu focuses sur les éléments que tu contrôles, tu es en mesure de pouvoir t'assurer, du moins, d'avoir un résultat. 100%. Puis je pense que comment tu parles, je pense que les gens peuvent comprendre. T'es comme une personne qui a vécu plein de choses, tu sais, puis en tout cas, j'ai écouté pendant le podcast que tu as fait, puis je trouve que tu donnes beaucoup de... On dirait que t'es pas... tu te limites pas avec les connaissances que tu as. Tu sais, t'en partages beaucoup. Si tu as appris quelque chose, tu vas le dire. Tu sais, as-tu toujours été comme ça, de vouloir partager tes connaissances? Parce qu'on dirait que j'entends beaucoup ça dans ton discours, de comme... On dit tu veux coacher, tu veux aider le monde, tu sais. Mais mon approche, c'est que si tu partages, les autres vont en profiter et toute la collectivité va en bénéficier. Ouais. Donc, c'est un peu ma façon de voir les choses. T'es plus fort, une chaîne est aussi forte que le chaînon le plus faible. Donc, en société, c'est la même chose. Si on réussit à s'élever, on va devenir une meilleure société. Tu vas avoir moins d'itinérance, tu vas avoir moins de victimes, tu vas avoir moins de gens qui sont dans le besoin. Pourquoi? Parce que tu vas les aider à se prendre en main, en leur donnant des outils. Puis ce partage d'outils-là, un petit peu, là. Moi, je vois la vie un peu comme l'accumulation de... C'est un gros coffre à outils, puis tu accumules les outils que tu mets dedans. Des fois, tu en as besoin, des fois, tu n'en as pas besoin, mais lorsque tu en as besoin, tu es content de l'avoir dedans. Oui, vraiment. Puis, tu sais, ce coffre-là à outils, quand tu es arrivé pour... Parce que là, je vais prendre, quand tu as tiré le Boeing, tu sais, mais tout ton entraînement, tout ça, c'est comment que ça a commencé? T'as-tu toujours voulu être un homme fort? Moi, depuis l'âge de 12 ans, j'ai dit à ma mère, un jour, je vais être l'homme le plus fort du monde. À partir de là, c'est l'entraînement, apprendre les rudiments de l'entraînement avec les poids et haltères. Ensuite, l'alimentation, la supplémentation, l'entraînement avec les épreuves. Ensuite, l'acquisition de, je te dirais, de principes, la discipline, d'être... cohérent au niveau de tes choix. Tu sais, il y a plein de choses qui s'emboîtent que, oui, j'ai développé pour m'entraîner et devenir un homme fort, mais au final, ça m'aide à devenir n'importe quoi que je veux devenir, parce que la recette reste la même, c'est juste que le véhicule change. Oui, c'est ça. À un moment donné, j'ai changé mes ambitions n'est plus nécessairement dirigées vers la force, mais je les dirigeais vers d'autres choses. Ouais. Mais j'applique exactement la même recette de façon différente. Donc, c'est ça que ça m'a appris. Ouais. Puis là, la différence, c'est qu'il y en a qui l'apprennent dans des sports qui sont mieux encadrés, où ce que tu n'as pas nécessairement besoin de penser, d'innover. Ouais, c'est ça. Donc, t'as juste à suivre la recette qui a été faite auparavant. Moi, j'ai dû établir ma propre recette. Puis cette recette-là, elle a marché pour moi. Ça veut pas dire qu'elle va marcher pour les autres. Mais pour moi, ça fonctionne et ça fonctionne bien. Ce que ça m'a permis de faire, c'est de ne pas me limiter. C'est souvent ce qui se produit. Les limitations, c'est nous autres qui nous les imposent en fonction de notre éducation, notre entourage. Nos expériences de vie, donc notre famille. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont faire en sorte que ça va nous donner le guts de foncer ou de pas foncer. Puis, tu sais, la garantie que tu as, c'est si tu n'essayes pas, il ne se passera rien. Le pire qui peut arriver, c'est que tu échoues. Puis, dans l'échec, tu apprends.
100%. Et là, c'est ton attitude face à ça qui va déterminer quel genre d'individu que t'es. Ouais. Puis tu sais, un gagnant a peut-être échoué 1000 fois avant de gagner. Mais c'est la fois que tu gagnes qui est importante, parce que cette fois-là, c'est là que tu vas avoir mis tout en place, les acquisitions que tu as prises à travers tous les échecs que tu as eus pour réussir finalement à tout mettre ça ensemble et avoir du succès. Puis quand, justement, avec tout ça, est-ce que quand tu t'entraînais pour devenir homme fort, est-ce que tu as eu des milestones de comme, OK, là, j'ai fait ça, parce que c'est pas un sport conventionnel comme l'exemple le hockey. Le hockey, ils vont jouer midget 3. Après ça, ils vont, je suis dans la Ligue junior majeure du Québec. Je vais me faire drafter. Comment ça s'est passé, ton cheminement pour devenir l'homme le fort au monde? Bien, le cheminement, j'ai commencé par m'entraîner. Ensuite, faire du powerlifting. Par la suite, faire des compétitions d'hommes forts. Régionales, qui étaient organisées dans des villages, dans le cadre de festivals, puis ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai fait plus tard au niveau des hommes forts. Ce que ça m'a permis de faire, ça m'a permis de me donner de l'énergie, ou plutôt de me donner du bonbon puis du nanane pour continuer, puis de voir que finalement, OK, oui, tu te démarques, tu es plus fort que les autres, que tu deviens plus fort, qu'il y a quelque chose qui se passe. Là. Tu le sens là, que finalement, je tiens quelque chose dans les mains, je sais juste pas encore c'est quoi, mais tu sens que tu es sur la bonne voie, puis ça te prend ces petites victoires-là pour continuer d'avancer. Donc, les milestones, le plus gros milestone que j'ai eu, ça a été de remporter mon premier championnat provincial, puis je pense qu'il y avait une trentaine d'athlètes, j'ai dominé la compétition. Fait que là, tu avais les meilleurs au Québec, sinon au pays. Là, tu te rends compte, OK, finalement, OK, t'es capable d'être là, puis là, tu continues de monter. Je remporte mon premier titre de champion canadien. Je vais au championnat du monde des hommes forts, puis je termine parmi les 10 premiers au monde lors de ma première présence. Mais tout ça, comme je reviens sur ce que je disais tantôt, c'est à partir de l'âge de 12 ans que ça a commencé. Pour d'autres personnes, ça peut être d'autres choses, mais dans mon cas à moi, il n'y a pas de chemin préétabli. C'est pas comme dans le hockey que tu graves des échelons. Non. Donc, il a fallu que je défonce des portes qui n'existaient pas, puis au final, faire mon propre chemin et créer ma propre destinée. Ouais, c'est ça. Et là, par la suite, mais lorsque les choses se mettent en place, tu commences à avoir du succès, tu commences à avoir un rayonnement, mais là, les choses deviennent plus faciles. Le travail est encore énorme à faire, mais tout d'un coup, tu commences à avoir quoi? Ce qu'on appelle la reconnaissance. Et là, les gens autour de toi, se rendent compte que finalement, OK, il est en train de faire quelque chose de spécial. La partie la plus difficile, c'est pas la partie physique, c'est la partie mentale où tout ce temps-là, tu t'entraînes en fonction de faire quelque chose qui n'existe pas, parce que les compétitions d'hommes forts n'existaient à peu près pas, puis il n'y avait pas d'organisation ici au Canada, ni au Québec après 1991. Donc, au final, tu t'entraînes de pratiquer une discipline qui n'existe pas. Donc, c'est pas très winner lorsque tu parles aux gens et tu leur dis ce que tu veux faire. Donc, c'est trouver la force de caractère, la motivation nécessaire pour continuer, croire en tes rêves et avancer. Tu sais, quand tu joues au hockey, si t'as du talent, puis tu fais le travail, puis tu rentres dans l'engrenage, ils vont t'emmener dans le national si tu as ce qu'il faut. Dans mon cas, à moi, il n'y avait rien. Il a fallu que je le fasse. Là, pour les gens qui le font maintenant, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a une structure, il y a des compétitions, il y a des façons de se faire voir et de se faire découvrir et finalement de monter les échelons. Puis avec les réseaux sociaux, c'est tellement une bonne plateforme. J'ai adoré les réseaux sociaux, ça m'aurait vraiment aidé, mais encore une fois, tu travailles avec ce que tu as et tu contribues à la hauteur de tes propres performances et réalisation à faire en sorte que les autres qui suivent vont bénéficier ou créer d'autres plateformes qui vont les aider à se faire connaître et avancer. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Oui, c'est ça. Puis au niveau carrière, tu sais, ta carrière, ça ressemblait à quoi? Parce que tu dis, il n'y avait pas de chemin précis. Tu sais, fait que je sais que tu étais dans la police. Étais-tu dans la police en même temps? Tu sais, comment tu gérais ton temps? Puis c'est quand que tu as pu dire, OK, tu sais, j'ai plus besoin de travailler maintenant? À vrai dire, plus besoin de travailler maintenant, c'est jamais arrivé. Donc, on va mettre ça au clair en partant. Il n'y a aucun moment que tu peux te dire que je vais arrêter de travailler. Parce que quand tu ne travailles pas dans ton rôle de policier et que tu vis de ton sport, tu travailles pour ça parce que si tu n'as pas de performance, si tu n'as pas de bons résultats, l'argent n'entrera pas. Non. Donc, ça, c'est la première des choses. OK? Pas travailler, il y a très peu de gens sur la Terre qui peuvent se le permettre. Et donc, ça n'existe pas. Puis, le cheminement, c'est simple. Je suis allé à l'école, j'ai commencé à m'entraîner. Ensuite, je suis allé au cégep. Je suis devenu policier parce que lever
soulever des roches, c'est pas ça qui paye les comptes à la fin du mois. Ouais. Et par la suite, moi, j'ai jamais arrêté de travailler sur mon rêve qui m'a permis éventuellement de pratiquer des compétitions d'hommes forts au niveau professionnel et de fil en aiguille, à force d'avoir des bons résultats, ça m'a permis d'avoir des commanditaires qui m'ont permis de prendre du temps, du congé sans solde avec mes employeurs pour me focusser sur ma carrière d'athlète. Et là, par la suite, de fil en aiguille, j'ai eu ma carrière d'athlète. Je devais revenir dans mes fonctions de policier, mais j'ai eu des opportunités d'affaires. Donc, j'ai décidé de me diriger vers ça. Puis là, j'ai jamais retourné en arrière depuis ce temps-là. Puis donc, le cheminement, c'est ça. Puis comment tu fais de l'argent en étant homme fort à ces années-là? Tu sais, en ce moment, les commanditaires, tu peux avoir une chaîne YouTube qui génère de l'argent. Comment, à ce moment-là, tu faisais de l'argent? Tu sais, quand tu prenais tes congés sans solde, tu sais, comment tu faisais de l'argent? Tu fais ton argent avec tes résultats en compétition parce qu'il y a des bourses. Ensuite, tes commanditaires. Par la suite, des démonstrations. Donc, il faut que tu trouves des façons. Il n'y a personne qui t'arrive avec un chèque en blanc. Là. Donc, tu dois trouver des manières. Donc, il faut que tu fasses preuve d'esprit d'initiative pour pouvoir trouver des façons d'avoir des revenus. C'est clair que les commanditaires, c'est des revenus et des revenus que, dans mon cas à moi, me permettaient de pouvoir focusser sur ma carrière parce que ça me permettait de payer mes dépenses. Ça pouvait être quoi les dépenses, tu sais, les dépenses, c'est pas juste des dépenses d'hommes forts. Tes dépenses, c'est quoi? C'est te nourrir, te loger, t'habiller. Tu as les mêmes dépenses de tout le monde. Nonobstant, peu importe la discipline que tu fais. Par la suite, c'est quoi? C'est ton équipement. C'est moi, je devais m'entraîner dans des endroits. OK, ton abonnement au gym, louer un local, construire des appareils, mettre tes appareils dans un endroit, donc ton fameux local. Ce local-là, il y a l'électricité, des assurances. Donc, au final, c'est les mêmes affaires que tout le monde. Tu as les mêmes dépenses. C'est juste que tout d'un coup, tu pratiques une discipline qui est moins... on sort des sentiers battus. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est la même affaire qu'un garagiste. Le garagiste, il a les mêmes frais. C'est que toi, tu as les mêmes frais pour pratiquer ta discipline. Puis étant donné que les objets que tu soulèves, tu ne les retrouves pas dans un gym conventionnel, tu dois les fabriquer, puis des placer là. Ouais. Donc, ça ressemble à ça, les dépenses. OK. Puis ça pouvait coûter combien une année de dépenses? Ça peut ressembler à peu près 80 000 par année. Hey, c'est fou. Hein? Ça mange le salaire de quelqu'un qui fait un bon salaire au Québec. Tout est passé là-dedans. C'est fou. Hein? Puis est-ce que tu te privais de quelque chose pour faire ton sport? Niveau monétaire. Là. Non, pas vraiment. OK. Pas vraiment. Je peux pas dire que je me privais de rien. C'est juste que tout ce que je gagnais était investi là-dedans. Puis c'est un peu comme ça que ça doit être. Il y a beaucoup de gens qui viennent te voir éventuellement parce qu'ils veulent avoir des commandites. Ils commencent à travailler en but de réaliser leur rêve et là, ils voudraient avoir du support tout de suite. La première personne qui doit croire en toi, c'est toi-même. Ouais. La première qui devrait investir sur toi, c'est toi-même aussi. Et par la suite, tu commences à penser peut-être à aller voir les autres. Mais ça, c'est la pensée magique et c'est le côté facile où ce qu'on veut tout avoir tout de suite, puis de payer jamais ou payer plus tard. Ouais, c'est ça. Il n'y a personne qui réussit sans travail. Ouais. Si ton père n'est pas venu au monde avant toi puis que tu n'as pas hérité, les gens qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont travaillé fort, ils ont pris des risques, ils l'ont pas toujours eu facile, puis éventuellement, ça s'est mis à fonctionner. Donc, il n'y en a pas de recette secrète, c'est simple, c'est concevoir l'objectif, croire en ses capacités de le faire, puis ensuite travailler pour y arriver. Puis qu'est-ce que tu conseillerais? Tu as nommé 3 bonnes choses, mais qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune en ce moment qui fait du bodybuilding ou du powerlifting ou qui veut être un homme fort? Qu'est-ce que tu lui dirais? Va à l'école. Ah ouais? Ouais. Fait que le meilleur conseil que je veux donner, c'est va à l'école. Pourquoi? Et ça, peu importe la discipline sportive que tu pratiques, parce que les chances de gagner ta vie au niveau professionnel, peu importe la discipline, sont extrêmement minces. Donc, ce que tu veux avoir, c'est un plan A. Pas un plan B. Un plan A. Un plan A, c'est avoir un métier. Donc, peu importe ce qui va arriver par la suite au niveau de ton rêve, mais tu vas réussi à avoir quelque chose avec lequel tu vas pouvoir gagner ta vie plus tard. C'est pour ça que j'adore le sport comme le football, parce que tu travailles à l'intérieur d'un système scolaire où tu dois aller à l'école, tu dois réussir à avoir des bons résultats, ce qui te permet de développer les attitudes, les habitudes et les connaissances pour pouvoir évoluer en société et être capable de gagner ta vie plus tard. Puis toi, tu as été policier. Est-ce que policier, c'était ton plan A?
Mon policier, ça est devenu le plan A parce que, comme j'ai mentionné plus tôt, j'ai compris assez rapidement que de soulever des pierres, ça paye pas les comptes à la fin du mois. Ouais. Donc, pour moi, avoir un métier, c'était ultra important. Puis là, t'as les gens qui choisissent ne pas nécessairement aller à l'école, mais là, tu peux travailler sur la construction, ce qui est très payant. Mais tu sais, moi, j'aime mieux être de l'école des gens qui travaillent pas de leur vie. Parce que quand tu fais ce que t'aimes, tu te lèves pas pour aller travailler, tu vas t'amuser. Puis oui, il y a des journées qui sont plus dures que d'autres, mais ça reste que tu fais ce que tu aimes. Et il y a ceux que finalement, ils ont eu beaucoup de plaisir, puis ils ont fait des choses qu'ils aimaient au détriment d'aller chercher des acquisitions qui allaient leur permettre de pouvoir faire vraiment quelque chose qu'ils aiment, et qui se ramassent au final à travailler le restant de leur vie. On n'est pas nécessairement... Les deux, c'est travailler. C'est juste que t'es pas dans le même autobus, là. Puis, est-ce que toi, travailler comme policier, tu filais pas que tu allais travailler ou t'aimais-tu tellement ça que tu filais même pas que tu allais travailler ou c'était vraiment une job? Ben, si ça n'aurait pas été ça, j'aurais fait d'autres choses. OK. Puis, est-ce qu'à l'école, tu le savais déjà de comme, ça, c'est une job pour moi, ça? Je le savais très jeune, mais j'ai pas été là-dedans au début parce que je viens d'un milieu où ce qu'être policier, c'est pas nécessairement... c'était pas très populaire, mais j'avais de fortes valeurs qui m'amenaient vers ça, qu'il soit la justice, aider ton prochain. Il y avait beaucoup de choses. Quand j'ai fait mes tests au niveau des choix de métier, le métier de policier est sorti très fort. Mais par contre, j'aimais ça m'entraîner, j'étais très sportif, donc j'avais décidé d'aller en éducation physique. Mais j'avais des notes pour faire à peu près n'importe quoi parce que j'ai été accepté en sciences pures. Puis au final, je suis revenu à ce que j'aimais vraiment, à devenir policier. Puis qu'est-ce que tu aimais le plus, sa job de policier? Y avait-tu un aspect que tu étais comme ça, je tripais là-dessus? Ben, c'est d'aider les gens. Quand les gens appellent la police, c'est pas normalement parce que ça va bien. Non. C'est parce qu'ils sont dans le besoin. Puis ton rôle comme policier, c'est de les aider. Puis ton intervention va pas toujours être au niveau de répréhensif. Souvent, ça va être de donner de l'information et d'aider les gens à justement trouver des solutions à leurs problèmes qui sont pas nécessairement de l'ordre policier ou d'intervention policière. Tu vas les diriger vers des organismes. Donc, parfois, bien souvent, c'est des manques de connaissances. Et là, ton rôle devient salutaire, puis tu as un rôle positif parce que tu aides les gens à régler leurs problèmes. Donc, c'est pas rien. Là. Puis, est-ce que tu avais... Parce que je connais un monsieur qui habitait dans le même village avant, puis lui, il a arrêté d'être policier parce qu'il revenait chez eux, il fermait les stores, puis il buvait du cognac, parce que sa journée, il tremblait, parce qu'il voyait des choses terribles pendant ses journées depuis trop longtemps. Toi, est-ce que tu as eu un peu ce feeling-là à un moment donné, de comme, hey, c'est lourd ou non? Non, vraiment pas. Moi, j'étais fait pour ça. Je faisais mon travail, puis une fois que j'avais terminé, j'enlevais ma chemise. Je mettais ça sur le crochet dans ma case, puis je sortais de là, puis je pensais pas à ma job. Et c'était bon, parce que, tu sais, ça doit être tough de pas en parler au souper ou raconter ta journée. Puis... dans mon cas, ça ne l'était pas. Donc, je peux concevoir que pour certaines personnes, ça l'est. Mais pour moi, c'était relativement facile. Pourquoi? Parce que j'avais d'autres choses. Lorsque j'avais terminé de travailler, ma journée était bien remplie. Là. Je travaillais puis je m'entraînais. Puis après ça, je mangeais, je dormais puis je recommençais. Donc, au final, j'avais pas nécessairement le temps. Et deux, c'est pas tout le monde qui est fait pour faire la job. Je comprends que tout le monde peut la faire. Parce que si tu as des prérequis, tu es capable d'aller à l'école, tu vas chercher ton diplôme, tu vas pouvoir pratiquer le métier de policier. Mais ça veut pas dire que tu as ce qu'il faut ou que tu es fait pour le pratiquer, justement pour ce genre de choses-là. Parce que tu n'interviens pas nécessairement toujours dans des situations qui sont plaisantes. Tu vois des choses qui sont difficiles à gérer au niveau humain, puis qu'il y en a qui traînent ça, puis qui non seulement ils vont le traîner chez eux, mais ça hante leur esprit tout le temps. Donc, c'est des choses tout à fait normales. Donc, c'est pas tout le monde qui est capable d'être chirurgien. C'est exactement la même chose. Donc, de là, de faire des choses qu'on aime, et non de faire des choses pour le montant qu'on gagne. Oui, c'est ça. Puis là, tu parles de montant d'argent. Je trouve ça intéressant parce que quand tu as dit qu'une fois que tu es allé faire ta carrière d'athlète, quand tu es revenu, tu n'as pas eu besoin de retourner comme policier parce que tu as eu des opportunités qui s'est présentées à toi. C'est quoi ces opportunités-là? Parce que tu as eu beaucoup de visibilité, I guess, avec... À vrai dire, l'opportunité, c'est investir dans des magasins de suppléments alimentaires. Et c'était ça l'opportunité. L'opportunité, c'est que j'avais la chance de pouvoir acquérir au même titre que n'importe qui. C'est que là, il y avait cette opportunité-là. C'était à vendre. Je pouvais en faire l'acquisition et je pouvais faire le move. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, des opportunités, il y en a plein. Il y en a tous les jours. Ça prend
je te dirais, un alignement de certaines choses pour faire en sorte d'être capable d'en tirer avantage. Ouais. Donc, ça veut dire que si toi, ton rêve, c'est d'avoir un garage, le garage est à vendre, t'as pas de sous, t'as pas la mise de fonds nécessaire, tu peux pas aller à la banque, donc ça arrivera pas. Non. Donc, les opportunités, là, tous les jours de ta vie, t'en croises. Est-ce qu'ils sont tous bonnes? Est-ce que le timing est toujours bon? Non. Mais parfois, le timing est bon et là, tu as des choix à faire et tu décides qu'est-ce que tu veux faire. Fait qu'au final, j'ai pas fait ma carrière d'homme fort en pensant que ça allait se produire. Éventuellement, j'ai fait ma carrière d'homme fort et éventuellement, ça s'est produit. Et là, j'avais des choix à faire et j'ai choisi d'y aller. On va continuer de parler de ça, justement, parce que là, tu as tes propres suppléments, tu as tes propres entraînements. Fait qu'on va mettre ça sur pause 2 secondes parce que j'ai un segment un peu plus interactif avec des questions rapides que j'aimerais te poser. Okay? Donc, c'est un segment qui est commandité par l'entreprise de Cinétique Bromard qui vous propose des solutions pour vos besoins d'affichage. Des enseignes personnalisées au lettrage de véhicules. Ils s'occupent de vous avec une approche humaine. Donc, j'ai une question pour chaque lettre de Bromard, le nom du commanditaire. Okay? Donc, B, batterie. Comment tu recharges tes batteries? Je recharge mes batteries. Je les connecte dans ma prise électrique. R, rencontre. Quelle a été ta plus belle rencontre ou la plus marquante? Wow, c'est une bonne question. Quelle a été ma plus belle rencontre? J'ai fait plusieurs rencontres dans ma vie. Les rencontres les plus marquantes. Parce que tu as rencontré du monde dans ta série Favoris et Périls. Ouais, assez marquante. Ouais, mais c'est marquant, mais est-ce que je peux dire que c'est marquant? Est-ce que c'est la plus marquante? Ouais, c'est chaque personne que tu rencontres, chaque personne a un message à dire. Est-ce qu'il y en a qui sont plus marquantes que d'autres? Possiblement. La personne qui m'a le plus marqué, honnêtement, il n'y a rien qui me vient en tête. Parce qu'il y en a beaucoup. Tu sais, il y a des personnes qui te marquent, pas nécessairement parce que le message, ils vont te marquer par leur façon d'être. J'ai rencontré le chef du Ku Klux Klan au Mississippi. Donc, je peux pas... C'est pas le message qu'il avait apporté qui m'a marqué, mais ce qui m'a marqué dans son cas à lui, c'est la conviction des choses auxquelles il croyait, qui étaient à peu près inébranlables. J'ai à peu près tout fait lors de cette rencontre-là pour essayer de déterminer c'était quoi l'élément déclencheur. Puis, je dois dire que il m'a convaincu que lui, il était vraiment 100% dans ça, puis que c'était vraiment sa croyance. C'est pas le premier que j'ai rencontré, mais c'est le premier que j'ai rencontré que j'ai pas été en mesure de pouvoir percer sa carapace et de trouver la raison pour laquelle il est devenu raciste. Et là, on parle pas raciste à un petit niveau. Là, on parle qu'il était le Grand Wizard d'un parti qui c'est loin d'être populaire, puis qu'il en est conscient, mais qu'il y croit pareil. Donc, tu sais, ce volet-là, j'ai trouvé ça impressionnant. Le message, complètement pas, mais ça, tu sais, si les gens avaient la moitié de sa conviction dans ce qu'ils font de positif, ça serait déjà mieux. Objectif à court ou moyen terme? Objectif à court, moyen terme. Mes objectifs, j'aimerais bien jouer, faire de la fiction. Ah ouais? Faire du cinéma. Donc, c'est un objectif. OK, j'aime ça. Tu prends-tu des cours d'acting? Oui, je prends des cours. Cool. Parce que ça va encore une fois... tu fais ce que tu as à faire, puis en faisant ce que tu as à faire, ça t'amène à être ce que tu dois être, et les choses qui doivent arriver arrivent. Si elles n'arrivent pas, c'est pas grave, mais au moins, quand le train passe, tu as ton billet, puis tu peux embarquer dedans. J'aime ça. M, mantra. Ton mantra de vie ou une phrase que tu aimes se dire ou... Prépare-toi pour le pire, puis espère pour le mieux. J'aime ça. A, apprentissage. Un apprentissage que tu as appris que tout le monde devrait savoir. Ça peut être même niaiseux, une petite affaire ou de quoi de gros. Un apprentissage, apprendre à se débrouiller par soi-même. J'aime ça. R pour la dernière lettre, résilience, une épreuve qui t'a rendu résilient. La pratique des sports d'hommes forts, ça te rend résilient, oui. Puis ça, je suis curieux, tu sais, que tu parlais, l'une de tes dépenses, c'était la nourriture, comme tout le monde. Tout le monde a besoin de se nourrir, mais on s'entend que c'est pas la même quantité de nourriture que toi, tu manges normalement dans tes compétitions, puis tout ça. Comment ça... T'avais-tu une diète précise? Ça ressemblait à quoi, la quantité de nourriture que tu pouvais manger? Là, on va partir du principe que quand tu fais un sport d'élite, la question n'est pas est-ce que tu avais une diète, c'est garanti que tu avais une diète. C'était quoi ta diète? Non, c'est ça. Parce que
peu importe, ça te prend une diète, ça te prend un plan d'entraînement, tout est structuré. Si t'es pas structuré, c'est parce que tu le pratiques pas comme tu devrais le faire. Et si tu fais pas ça, t'en auras pas de bons résultats. C'est pas compliqué. Dans la vie, ça marche comme ça. Ça te prend un plan. À partir du moment que tu as un plan, ben, tu es en mesure de pouvoir évaluer des résultats. Et par la suite, en fonction des résultats, tu vas réévaluer ton plan et apporter des ajustements. Donc, effectivement, j'avais une diète. Mon plan alimentaire n'a pas changé de temps maintenant de l'époque. Donc, je mange de 6 à 7 fois par jour. C'est juste que mes repas ont changé ou que mes besoins caloriques sont moindres. Mais à l'époque, je mangeais plus d'hydrates de carbone que j'en mange maintenant. Mais mon apport en protéines et mon apport en lipides et en glucides, ben, j'en ai besoin. T'en as besoin pour vivre, pour que ce soit pour que ton métabolisme de base, c'est juste pour être en mesure de pouvoir fonctionner. Mais c'est juste que maintenant, je suis plus en maintenance qu'en acquisition de masse musculaire ou ce que je veux devenir plus fort, être plus performant. Maintenant, ce que je veux, c'est garder les acquis que j'ai. Donc, j'ai pas nécessairement la même diète que j'avais à l'époque, mais la diète, ben, c'est simple. Tu te lèves le matin, ça ressemble à 12 œufs que je mangeais à l'époque. Maintenant, j'en mange 12 encore, mais je mange 2 œufs complets et 10 blancs. J'allais manger une demi-boîte de céréales. Maintenant, ben, je vais manger 250 grammes de bleuets. Fait que ça va être mon premier déjeuner. Le deuxième déjeuner, je vais manger de la viande, environ 200 grammes de viande, avec une tasse de riz ou une patate douce. Ensuite, je vais répéter ça avec des légumes à la place des hydrates, donc à la place du riz pour le dîner. Et je vais faire ça 3 autres fois durant la journée. Donc, ça ressemble un peu à ça, ma diète. Ça ressemblait à combien de calories par jour? À l'époque, là, c'était aux alentours d'environ de 7 à 8 000 calories. T'étais-tu à un moment donné tanné de manger ou pas tant? Pas tant, parce que une habitude, ou... ben, c'est pas que c'est rendu une habitude. Tu manges parce que tu as faim, parce que tu te dépenses. Tu t'entraînes 5 heures par jour, donc tes besoins sont plus élevés qu'une personne normale. Mais non, puis tu mangeais plus parce que tu es habitué aussi. Tu sais, ton estomac, c'est comme le reste. Tu l'entraînes, tu manges plus, il est plus grand, ça en prend plus pour avoir faim. Exact. Puis là, mais l'inverse est aussi vrai. Tu manges moins, ça rapetisse, puis tu remplis plus vite. 100%. Ça me fait penser qu'on avait fait pause au supplément. Là, c'est un parfait moment pour rentrer ça. Tu as parti de ta propre compagnie de suppléments. Pourquoi tu as commencé? Est-ce que tu as vécu des expériences que tu étais comme « Hey, je trouve pas le supplément parfait pour moi » ou tu t'es juste dit « C'est mon rêve d'avoir une compagnie de suppléments ». Non, ce qui est arrivé, c'est que en 2003, j'ai embarqué dans une compagnie de suppléments. Donc, ça a été ma première entreprise, à part mon entreprise qui était d'organiser des événements d'hommes forts. Puis, je suis devenu actionnaire dans une compagnie de suppléments alimentaires. Donc, depuis 2003, j'ai une compagnie de suppléments alimentaires. Puis, l'idée, c'est d'avoir un produit qui te ressemble, d'avoir de quoi qui était québécois. De fil en aiguille, on en est venu à fabriquer nous autres-mêmes les produits. En 2014, j'ai vendu mes parts dans l'entreprise ainsi que dans la manufacture. Mais j'ai continué avec ma gamme de suppléments. Puis, les besoins, c'était strictement parce que les gens te font confiance. Je voulais avoir un produit auquel je crois. Mais il y a beaucoup d'autres produits qui sont très bons sur le marché. Donc, il n'y a pas seulement que les miens. Mais ça me permettait de le faire, des ventes dans mon gym. Donc, il y a un côté business relié à ça, un côté affaires. Tant qu'à vendre les choses des autres, pourquoi pas vendre les tiens? Puis, je les vends en ligne. Ensuite, là, maintenant, je les vends en pharmacie. Donc, quelques gyms. C'est pas le marché que je vise vraiment. Je vise plus le mass market. Donc, c'est une question de commercialisation. Donc, c'est les choix que j'ai faits à ce niveau-là. Puis, est-ce que, tu sais, c'est depuis quand que t'aimes le côté business, tu sais? Ben, c'est quand, est-ce qu'à un moment donné, tu savais même pas que tu aimais ça, puis à un moment donné, tu as investi, puis tu fais, c'est bien le fun, ou tu as eu un peu cette fibre-là entrepreneuriale? Ben, honnêtement, tu l'as mentionné tantôt, il a fallu que je trouve des façons de gagner ma vie parce que le budget nécessaire pour compétitionner était quand même élevé. Ça fait que j'ai trouvé des façons de créer des revenus en utilisant les outils que j'avais. Donc, c'est ça de la business. Donc, j'ai compris à un moment donné, ben, tu vends un service, tu es rétribué en retour. Ensuite, tu vends un bien, on te paye en retour. Et de fil en aiguille, ça m'a amené vers ça. Donc, l'évolution de ma carrière d'homme fort, et on le voit maintenant avec les joueurs de hockey, les joueurs professionnels, qui sont plus nécessairement seulement que des joueurs. Maintenant, ils sont tous rendus des petites entreprises ou qui ont des agents, puis qui ont des business ventures,
où ce qu'ils vont vendre leur image en échange de montant d'argent. C'est de la business, ça aussi. Donc, j'ai juste continué, j'ai innové et j'ai appris sur le tas parce qu'à un moment donné, quand tu as un besoin, il faut que tu trouves des solutions. Oui, vraiment. Puis est-ce que, à un moment donné, toi, tu es devenu une personnalité aussi, tu as des shows télé, puis tout ça. Est-ce que tu t'es créé une entreprise pour gérer, mettons, ta gig télé, ton sponsorship avec une compagnie? J'avais déjà une entreprise. J'avais déjà ton entreprise qui faisait ça. Ouais. Fait que là, tu as ton entreprise pour, mettons, toi, ton entreprise de suppléments, tu as aussi tes vêtements. Oui. Quelle de ces entreprises-là, pas que tu préfères, parce que c'est comme avoir des enfants, de dire quelle tu préfères, mais c'est quelle que t'étais le plus excité par rapport à... Ben, ce qui m'excite dans tout ça, là, c'est beaucoup plus la vision globale, parce que chaque chose s'emboîte une dans l'autre. Donc, l'objectif, c'est que si tu me fais confiance pour qu'est-ce que tu manges, tu vas me faire confiance pour qu'est-ce que tu t'habilles, tu vas me faire confiance pour t'entraîner, te mettre en santé, ce qui emmène vers les suppléments aussi. Ouais. Donc, c'est que tu peux travailler avec moi puis remplir plusieurs de tes besoins. Donc, pour moi, ben, c'est un peu ça. Donc, chaque projet a sa raison d'être. Ouais. Ils peuvent tous survivre sans les autres, mais si je réussis à faire ma job, puis si on fait le travail comme il faut, ben, éventuellement, chaque projet va nourrir l'autre aussi. Je comprends. Puis, c'est quel projet qui est comme t'as-tu un projet qui est ta vache à lait? T'sais, mettons un supplément, ça fait que c'est ton all-star de tes compagnies? Parce que j'en ai reçu beaucoup des entrepreneurs ici, puis ils ont tous des comme, hey, ça c'est ma compagnie qui... Ben, ma vache à lait, ça s'appelle Hugo Girard, c'est moi. C'est la personnalité, le brand, c'est moi. Ouais. Donc, chaque aventure en affaires que j'ai, tourne autour de quoi? Tourne autour de mon nom. Ouais. Donc, c'est mon nom qui est la vache à lait de tout ça. Puis, est-ce que le fait, quand tu embarques dans une entreprise, c'est parce que tu disais que tu avais embarqué dans une entreprise que tu as vendue en 2014. Est-ce que tu rentres parce que tu es comme mon nom va faire propulser cette entreprise ou tu dis, mais moi, je vais avoir tel aspect que je pourrais apporter autre que l'argent, mettons? Ben, c'est un peu des deux. Ton nom, puis ce que tu vas aller chercher là-dedans au niveau des acquisitions. Quand j'entreprends un projet, là, la première des choses, c'est-tu quelque chose que j'ai envie de faire? Ouais. C'est-tu quelque chose que je vais avoir du fun à faire? Puis est-ce que c'est quelque chose qui va me permettre d'aller acquérir des nouveaux outils qui vont me faire grandir comme individu? Et par la suite, est-ce que je vais faire de l'argent? Donc, c'est des questions que je vais me poser avant d'embarquer là-dedans. Ouais. Donc, c'est clair que si j'aime pas ça, ça me tente pas, je pense pas avoir de fun là-dedans, puis que j'apprendrai rien, même si c'est ultra payant, les chances que j'y aille sont minimes. Exact. Puis est-ce que tu penses que vu que tout est associé à ton nom, vu que tout est associé directement à ton nom, est-ce que tu vois un danger là-dedans que si, peu importe pour X raison, ça va tout faire mourir les autres choses? Est-ce que tu as une crainte par rapport à ça? Ben, il y a toujours un danger, mais tu sais, dans la vie, tu peux sortir d'ici, traverser la rue, puis tu peux te faire frapper par une voiture. Est-ce que tu t'empêches de sortir d'ici puis de marcher? Non, c'est ça. À un moment donné, comment je dirais, j'ai confiance dans ce que je fais, de la manière que je le fais. Donc, est-ce qu'il y a un risque? Il y a toujours un risque. Malheureusement, il y a toujours un risque. Tu sais, tu peux rouler 30 km au-dessus de la limite, il peut t'arriver un accident. Et malheureusement, le outcome de ça peut être que tu as une conduite dangereuse causant des lésions, puis que ça fasse une grosse histoire, puis que ça ruine ton nom. Tu sais, parce que donc, ça demande une discipline de vie que tu dois d'appliquer au day-to-day. Ouais. C'est là que mon rôle de policier m'a beaucoup aidé. Parce que quand t'es policier 24 heures sur 24, pas juste quand t'as l'uniforme. Fait que quand tu travailles pas, les gens le savent que t'es policier. Donc, tu peux pas faire ce que tu veux. Ouais. Donc, ça te prend une discipline de vie. Et la discipline de vie, ça donne que c'est ma force. Fait que c'est pas compliqué. À part travailler, m'entraîner, manger, et dormir, je fais pas grand-chose d'autre. Ouais, c'est ça. Est-ce que, quand t'étais plus jeune, tu rêvais un peu d'aller dans l'armée, avec cette discipline-là que tu as? Ça t'attirait-tu un peu? L'armée m'attirait pas pour des raisons que l'image du soldat d'où je viens était très négative. D'où que tu viens? Je viens de la Côte-Nord, Sainte-Anne-de-Portneuf, un petit village sur la Côte-Nord. Mais avec du recul, si c'était à refaire, c'est directement dans l'armée que j'irais. Ah ouais, Hein? Puis quand tu dis que c'était pas bien vu, c'est parce que les gens autour de toi, ils bâchaient ces policiers, ils bâchaient sur les autorités ou c'était pas... non, c'est strictement parce que tu allais dans l'armée quand tu n'étais pas bon à l'école. OK, je comprends. Donc, c'était un peu le plan C, mettons. Mais alors que
Et tu peux avoir un beau plan A dans l'armée, c'est juste que c'est pas valorisé comme ça l'est aux États-Unis. Ouais, je comprends. Donc, aux États-Unis, il y a une certaine fierté, puis la fierté d'être sur les drapeaux, du moins au Québec, à mon époque, c'était pas bien présent. Mais tu sais, avec du recul maintenant, en sachant tout ce que je sais, c'est pas dans la police que j'ai arrêté, ça aurait été dans l'armée. Puis cette discipline-là, comment tu l'appliques encore aujourd'hui? T'sais, est-ce que tu as une routine stricte de comme je me lève à telle heure, je m'entraîne à tel moment ou. Il n'y a absolument rien qui a changé qu'avant. OK. Ma routine, c'est la routine. Donc, je fais pas les choses parce que c'est ce que je voulais faire à l'époque. Puis à un moment donné, tu commences à être tout croche. Tu sais, dans la vie, là, t'es pas une bonne personne à temps partiel. T'es une bonne personne où tu l'es pas. Donc, c'est la même affaire avec la discipline. Quand tu es discipliné à temps partiel, là, ça marche un temps, puis à un moment donné, ça marche pas. Ouais. Fait que c'est ça les vraies questions que tu te poses. Qu'est-ce que tu veux, là? Puis à partir du moment qu'est-ce que tu veux, là, et qu'est-ce que je suis prêt à faire? Puis, malheureusement, pour avoir ce que tu veux, si tu fais un job à moitié, tu l'auras pas, ce que tu veux. Donc, faire semblant, ça marche un temps. Mais ça marche pas tout le temps. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu deals avec des choses que tu veux pas pour avoir ce que tu veux. Et c'est là que ça te lâche. Donc, ça prend quoi? Ça te prend... C'est quoi tes valeurs et c'est quoi tes principes avant tout? Puis à partir de là, tu évolues là-dedans. Ouais. Mais tu peux pas réussir juste parce que tu veux faire de l'argent. Faire de l'argent, là, dans la liste des métiers, là, ça n'existe pas. Là. OK, moi, mon métier, là, c'est faire de l'argent. Pour faire de l'argent, il faut que tu fasses quelque chose et que tu fasses un métier. Tu peux être commerçant, tu peux être policier, tu peux être docteur, homme d'affaires, whatever. Donc, c'est ça, ton choix. Mais quand tu le fais pour faire de l'argent, tu le fais pas parce que tu aimes ça. Tu le fais parce que c'est payant. Quand tu fais de quoi parce que c'est payant, il va arriver un moment donné où ce que ça sera jamais assez payant pour que tu continues à le faire au meilleur de tes capacités parce que tu vas être écœuré. Ouais. Parce que dans la vie, tu peux mentir aux autres, mais tu peux pas te mentir à toi-même. Non, c'est ça. Puis quand tu te mens à toi-même, là, ça marche un temps. Puis éventuellement, là, le mensonge, tu peux y croire, mais dans ce que tu fais, ça marche plus puis ça suit plus. Et là, les résultats sont pas là. Ouais. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu déçois des gens. Tu remplis pas tes engagements. Puis éventuellement, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, ça fonctionne pas. Et pourquoi ça fonctionne pas? Parce que c'est pas ça que tu voulais vraiment. Ouais, c'est intéressant, ça. Je pense que aussi l'affaire que moi je me répète souvent, c'est que c'est trop dur pour pas aimer ça. T'sais, fait que si, exemple, moi j'ai une compagnie de production vidéo. Ouais. Fait que souvent, les épreuves que je vis, puis je me dis, si j'aimais pas ça, je ferais pas ça. Parce que c'est trop dur pour. Si je veux juste faire ça pour l'argent, ça fait longtemps que j'aurais arrêté ça. T'sais. Je voudrais qu'on parle aussi de ton émission. Tu as eu pas mal, et tu as encore des émissions de télé. Un don avec Bob le Chef, que je reçois la semaine prochaine, Paradon. Mais j'aimerais parler de ta série que tu as eue, À vos risques et périls. Oui. Ça, d'où c'est que c'est arrivé? Ça, c'est toi qui est arrivé en disant, moi, je veux faire cette émission-là, ou comment ça s'est concrétisé? C'est une compagnie de production qui sont arrivés avec un concept qu'ils m'ont proposé. Puis le concept, ensuite, on l'a tweaké ensemble pour qu'il me ressemble plus. Et par la suite, ben là, on a greffé aux besoins les autres membres de l'équipe pour pouvoir avoir ce que ça nous prenait pour produire l'émission. Puis c'est ce qui nous a permis de pouvoir le faire. Comment ça ressemblait les tournages, l'équipe? Parce que ça, comme je disais, j'ai une compagnie de production vidéo. Puis moi, il n'y a pas longtemps, on est allé en Afrique du Sud faire des safaris à pied. Fait qu'on voyait les animaux les plus dangereux. Puis on était à pied avec eux. On s'approchait à un lion à 30 mètres. Tout ça. Mais fait que l'équipe devait être vraiment coordonnée. En passant, j'ai fait des safaris, puis j'ai fait ça. Ah ouais? Oui, à cool. chasser à pied. On était une carabine, mais puis on a approché un lion à peu près ça, 30 mètres. Après ça, le buffle. T'as aimé ça? J'ai adoré. J'en ai fait 2 safaris, puis j'ai vraiment trippé. Ah, c'est le fun. C'est un des plus beaux pays que j'ai visité, l'Afrique du Sud. Ah, c'est vraiment... Moi aussi, j'ai complètement trouvé ça fou. Justement, pour l'équipe... Tu sais, il fallait tout le temps être coordonné, faire avoir une coordination de comme, ça être silencieux, tu sais, c'était tout un challenge. Vous, pour aller à des endroits comme ça, pour les gens qui ne savent pas, vous récupérez, c'est que tu allais rencontrer des gens qui étaient, comment on pourrait dire, des gens qui étaient des quartiers dangereux, en fait, c'est ça. Comment l'équipe que tu avais, comment ça se passait? Vous étiez combien? Parce qu'une équipe de télé, des fois, ça peut être gigantesque. Non, on était 4. Il faut qu'on rentre dans un véhicule. Puis là, on se rendait sur place. Puis par la suite, tu te développes. Comment tu fais ça? Je peux pas te décrire ça parce qu'il y a des genres de choses que c'est du ressenti. Et ça, tu vas le voir dans les yeux d'un individu, tu vas le sentir dans la place. Tu
sais, ça prend du vécu. Mon travail de policier, le fait que j'ai voyagé à travers le monde avec les compétitions d'hommes forts, m'a emmené à avoir une expérience de vie que j'ai été capable de mettre en pratique et d'utiliser vraiment, là, énormément dans le cadre de cette émission-là, parce que c'est strictement ça. Tu y vas au feeling, puis t'espères de pas te tromper, parce que si tu te trompes, c'est une jungle, puis malheureusement, ça va mal finir. Donc, c'est ça. Donc, la recette de tout ça, c'est pas la première fois qu'on me le demande, mais je peux pas vraiment l'expliquer, parce que ça, c'est tu le sens, ils appellent ça du street sense, là. Faut que tu sentes de quoi, puis que tu aies confiance. Puis tu peux pas être trop confiant parce que ça marchera pas. Tu peux pas être trop... avoir trop la queue entre les jambes parce que ça marchera pas non plus. Donc, c'est vraiment une question de ressenti puis de feeling. Puis là, ben, on avait une bonne équipe pour ça. Des gens qui avaient une expérience de vie, des gens qui avaient été dans des gangs. T'en as un autre qui est parti avec son pack-sac durant 2 ans faire le tour du monde. Donc, des outils que tout le monde a mis ensemble, puis que ça a donné ce que ça a donné, puis ça a fait vraiment un bon show, puis honnêtement, ça aurait même pu être mieux. Fait que oui, parce que la mission du show, dans le cadre de l'émission, c'est une émission de tourisme, donc on débordait un petit peu là, du cadre de l'émission, mais si on avait eu comme mission vraiment d'explorer où ce qu'on était, dans le sens qu'on aurait voulu aller, on aurait pu aller beaucoup plus loin. T'as-tu une anecdote ou un moment que tu dis ça, c'est complètement fou, là. Genre, je revirais plus jamais ça, là. Écoute, il y a plein de choses. Tu sais, premièrement, quand tu vas dans des villes comme ça, c'est le genre d'endroit que tu dois pas aller. Quand tu te fais intercepter par un policier en civil, puis qu'il te demande où est-ce que tu vas, et que tu lui dis où est-ce que tu t'en vas, et qu'il te dit, ben, si tu vas là-bas, vous êtes on your own. Organisez-vous, parce qu'il n'y a absolument rien qu'on peut faire pour vous autres. Je pense que ça décrit bien la situation quand c'est un policier qui te dit, si tu y vas, appelle-nous pas, on ira pas. Donc, je pense que ça décrit très bien l'état d'esprit et le genre d'endroit où ce que tu vas. Et là, on n'est pas au Québec, là. Non, c'est ça. Puis, je te dirais, le plus bel exemple, c'est que tu regardes un film, puis tu te dis, OK, un film, ça a l'air réel, puis c'est comme ça que ça se passe. Mais dans la vraie vie, c'est pire que qu'est-ce que tu vois dans le film. Ah ouais. Hein? Ouais. Ça, c'est complètement dingue. Dans le podcast avec Jardin, tu avais dit que tu as rencontré un des membres fondateurs des Crips. Oui. Là, tu as dit que tu avais rencontré la tête chef du KKK. Oui. Qui d'autre que tu as rencontré que tu disais, ça, c'est fou, que j'ai pu rencontrer cette personne-là? Ben, j'ai rencontré un tueur à gages, j'ai rencontré des pimps, j'ai rencontré, tu sais, de rencontrer des gens qui ont tué du monde, là, c'est pas rien. C'est fou. Puis ces gens-là marchent dans la rue. Tu sais, la liste est longue. J'ai fait 37 villes. Fait que dans 37 villes, j'ai rencontré plein de gens. Et chaque personnage, parce que c'est ce que c'est, des personnages, ont laissé leur marque, puis sont carrément uniques. Puis là, tu fais « wow ». Et t'as de la misère à croire que ces gens-là, ben, existent vraiment, puis qui sont en liberté, puis au final, c'est des humains comme nous autres, parce que quand tu réussis à toucher la bonne corde, ça finit que tu vas créer ce lien-là, et que là, tu peux réussir à échanger avec eux. Là, tout d'un coup, tu t'échanges plus avec le tueur ou avec le gang leader, tu échanges avec l'individu, puis là, tout d'un coup, tu te racontes un peu son histoire, comment il en est fait pour venir là, puis là, tu te rends compte qu'il vient d'une famille où la mère a tué le père, la consommation, là, tu fais, ouais, c'est ça, c'est comme... Tu sais, nous autres, on n'a pas cette réalité-là, puis on peut même pas l'imaginer, jusqu'au temps que quelqu'un te le raconte. Puis là, quand tu regardes ça, tu dis, OK, si j'étais venu au monde dans les mêmes conditions, qu'est-ce que j'aurais fait? Ouais, c'est ça. Fait que là, ce que ça fait, c'est que tout d'un coup, t'as pas le même jugement. À vrai dire, t'arrêtes de juger. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de jugement. T'en as plus de jugement. Parce que ce qu'ils vivent, c'est incompréhensible. C'est pas une excuse, ça excuse pas ce qu'ils font. C'est juste que là, tout d'un coup, tu te rends compte que lorsque tu le regardes de ta perspective à toi, dans le monde dans lequel tu vis, avec l'éducation qu'on a, ben, nous autres, avec nos valeurs, ça va pas là. Mais tu veux pas que ça se rende là. Non, ça, c'est une chose est certaine, on veut pas descendre là. Puis,
J'ai entendu, tu sais, c'est ça, vu que t'es policier, tu pouvais voir la situation, puis tu pouvais la comparer à toi, qu'est-ce que tu as vécu comme policier. Est-ce que tu voyais des choses, tu te disais, ça va arriver au Québec, ça l'arrive déjà, mettons, à Montréal? Ben, ce qu'on voit avec les gangs à Montréal, ben, là, 5-6 ans, je me disais, ça va arriver ici, puis c'est une question de temps, puis c'est effectivement ce qui se produit. Au niveau des causes psychosociales, pourquoi ça arrive, là, rendu là, je participe pas au débat, mais éventuellement, on devrait se poser des questions, parce que si ça a pris 5 ans pour se rendre là, ben, ça va être quoi dans 5 ans d'ici? On trouve déjà que ça tire beaucoup. Vous savez, je suis allé dans des places que ça tire à tous les jours. Là. Ouais, c'est ça. Et ça ira pas. S'il n'y a rien qui est fait, puis qu'on ne travaille pas là-dessus, qu'on n'intervient pas, et de façon exhaustive, là, on va vraiment avoir des choix à faire, parce que malheureusement, c'est pas une petite tape sur la main qui va faire une différence. Non, c'est ça. Y a-tu un moment, dernière question par rapport à ça, y a-tu un moment que t'as eu peur, là? Tu te disais genre, hey fuck, avec ma crew, faut pas aller plus loin. Il y a plein de moments qu'on a eu peur, il y a plein de moments qu'on a été nerveux, il y a plein de moments qu'on a flirté avec le danger. Là. Parce que le problème avec le danger, c'est pas parce qu'on le voit pas, qu'on l'entend pas, puis qu'on le sent pas qu'il est pas là. À partir du moment que tu rentres dans un quartier, tu tombes. Ça, c'était exactement comme si tu allais dans le jungle quand tu étais en Afrique. Ouais. Quand tu arrives sur le territoire, puis tu sais qu'il y a des prédateurs sur ce territoire-là, tu es en danger. Mais là-bas, c'est ça. Ouais. Puis ces quartiers-là, qu'on va en vacances, à Miami, mais on n'est pas censé d'aller là. Puis c'est pas des endroits où ils envoient des touristes. Généralement, lorsque tu te ramasses là, ben, c'est parce que tu t'es perdu ou bien parce que toi, tu es un consommateur, tu as décidé que je vais aller m'acheter de la drogue, puis pour aller m'acheter de la drogue, ben, tu fais dire qu'il faut que j'aille dans tel quartier. Ouais. Peut-être pas la meilleure chose à faire. Qu'est-ce que... Ma dernière question avant mon petit segment de la fin que je pose à tous mes invités. Oui. Qu'est-ce que tu veux pour ton avenir, ta carrière, où que tu te vois, mettons, plus tard? Ben moi, ce que je veux, c'est que je veux que mon garçon suive mes traces puis qu'il prenne le relève. Ça serait un bel objectif d'atteindre, de pouvoir transmettre la même passion, la même rigueur, la même discipline et le même goût de réussir à mon fils pour qu'il puisse lui-même vivre son propre chemin, mais qu'il pourrait prendre ce que j'ai bâti avec les gens qui m'ont accompagné et de le continuer, mais ça serait vraiment un bel accomplissement. Est-ce que, je suis curieux parce que j'ai reçu, à mon dernier passé, j'ai reçu un des copropriétaires de Mondou, tu sais, compagnie. Oui. Puis, dans le fond, eux, les enfants ont racheté les deux pères. Est-ce que tu voudrais y vendre pour avoir ton fonds de pension, tu sais, puis tu disais ça, c'est la valeur, parce que ça, c'est un gros truc de savoir... Si je le vends à mes enfants ou mon fils, j'y vends ça à la valeur que j'aurais vendu à n'importe qui. Est-ce que j'y donne? Est-ce que moi, je vais avoir de l'argent pour avoir ma retraite? Comment tu prévois ça, mettons, ça? Honnêtement, moi, je suis le genre de gars qui traverse le pont lorsqu'il est rendu à Rivière. À ce moment-là. À ce moment-là, je suis vraiment pas dans une position pour avoir ce genre de réflexion. Genre de réflexion-là. Moi, te poser quand ça va arriver. C'est ça. Mais j'ai 3 derniers segments qui est un peu plus interactifs. La première question, c'est la question parfaite. Si tu pouvais t'asseoir avec 3 personnalités, gars, filles, morts, vivants, ça serait qui? Une soirée, tu as 3 personnes avec toi. Arnold, Mohamed Ali, puis la 3e personne. JFK. Intéressant. Très bon. Réponse rapide. Ton projet le plus marquant? Être devenu champion du monde. Ton plus bel achat? Ah, mon plus bel achat. Mon chalet sur la Côte-Nord. Un rêve secret. Ça le dit, c'est secret. C'est pour ça qu'on en dit pas. OK. Ta meilleure habitude de vie? C'est ma discipline. Ça, c'est de loin ma meilleure habitude. Dernier segment, under ou overrated? Fait que tu me dis, si c'est underrated, ça veut dire que c'est comme... Ouais, je comprends. Tu comprends? Ouais. OK. La télévision. Overrated. Écono-fitness. Overrated. Un steak le matin. Underrated. La radio. Ah, tabarouette, c'est une bonne question. Je dirais la radio underrated. Ah, intéressant. Un ultra-marathon, tu sais, les grosses courses super longues. Je pense pas que ça rentre dans ni un ni l'autre des affaires-là parce que ça n'a aucun bon sens. Ouais, ça passe là-dessus. OK. McDo. Définitivement overrated. Avoir une chaîne YouTube. Ah, c'est...
Je pense que maintenant, il y en a tellement que je dois dire que c'est peut-être overrated. OK. Le hockey. Overrated. La ville de New York. Une bonne question, la ville de New York. C'est ma ville préférée. Ah ouais? Ouais, ça fait mon top 3. Chicago, New York, Los Angeles aux États-Unis. Ah ouais? Ouais. Pourquoi c'est tes villes préférées? Parce que c'est des villes qui sont symboliques des États-Unis. Tu sais, mais New York, c'est la ville qui s'est développée. Les immigrants arrivaient à New York. Tout passe par New York. Ensuite, Chicago, les mobs. Tu sais, Vegas passe par Chicago. C'est un autre gros hub. Okay. Donc, New York, Chicago. Et Los Angeles, à cause du cinéma, c'est un immanquable. Ah ouais. Donc, j'ai habité à Los Angeles pendant un an. Ah ouais? Ouais. C'est quand à peu près? Dans J'ai de 94 à 95. Ah ouais? Ouais. Juste avant d'être policier? Ou? Juste avant d'être policier. OK. Ouais. Ah, OK. Puis j'ai adoré, c'est venu à deux poils que je revienne pas. Ah ouais? Ouais. Puis fait que c'est ça. Donc, pour répondre, New York, je peux pas dire overrated puis ni underrated parce que New York est dans une classe à part, selon moi. Là. C'est un immanquable. Tu te fais ton opinion, tu dois y aller. Puis c'est une ville qui est capable du pire comme il est capable du mieux. Puis en fonction de degré de dangerosité, New York est rendu une ville qui est très sécuritaire. Ah ouais? Ouais, c'est plus ce que c'était du tout. Ils ont vraiment fait un ménage dans les années 90. Donc, comme je dis tout le temps, c'est comme Montréal. Si tu cherches le trouble, tu vas le trouver. Si tu es à New York, tu vas le trouver aussi. Mais New York a des beaux trésors. C'est une ville qui gagne à être connue. Super cool. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose en description? Tu veux plugger quelque chose, tes suppléments, quelque chose que tu peux envoyer les gens vers? J'ai absolument rien à plugger. HugoGérard.com. HugoGérard.com. Hugo Strong. HugoStrong.com. Mes vêtements. Ah, cool. Ouais. Cool. Bon, mais merci beaucoup, Hugo. C'est super gentil. Ça fait plaisir. Merci.